Salut à tous, aujourd'hui on va se faire une petite sous-couche de peinture, on va improviser, je sais pas où est-ce que ça va partir. Le but c'est de répondre à quelques questions, notamment par où commencer, comment commencer une peinture, comment prioriser, tu vois, pour éviter d'être perdu dans notre créativité ou dans le modèle qu'on a. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, j'ai un gros pinceau en poil de cochon un petit peu raide, tu vois, qui a plutôt une forme polyvalente. On va utiliser du liquin, un vieux tube pourri de terre brûlée, et puis juste un petit panneau de bois que j'ai fait avec du gesso. Et puis voilà, on va commencer de suite, on va voir où est-ce que l'imagination, la créativité peut nous amener avec une technique facile, qui est vraiment accessible à tout le monde. Je vais t'expliquer tout ce que je fais, et puis en espérant que ça rentre plutôt bien à la fin. C'est parti. Bon, dans un premier temps, avant même de dessiner, je vais juste teinter un petit peu ma planche, histoire de me débarrasser en fait de ce blanc. Et peut-être je vais rajouter un petit peu de rouge oxyde aussi dans mon marron, pour pas que ce soit trop désaturé, que ce soit un peu plus joli dès le début. Voilà, alors ça tu vois finalement c'est pas du rouge oxyde, c'est du jaune oxyde, mais bon voilà, on peut changer d'avis quand on veut. Hein. Allez, je vais juste badigeonner ça partout de façon assez uniforme, et après on verra ce qui se passe. Tu vois, juste en faisant n'importe quoi, on peut déjà commencer à imaginer des formes qui apparaissent en fait, c'est ça qui est assez cool. Donc là je vais pas trop me laisser aller dans ce genre de trucs juste de suite, mais tu vois on pourrait voir des montagnes ici, on pourrait voir ici une espèce de tempête qui débarque, pourquoi pas. Donc tu vois là ce que je fais c'est pas mal dilué, hein. Il y a beaucoup de liquin, relativement peu de pigments. Le but là d'abord c'est d'enlever complètement le blanc de la toile pour qu'on puisse commencer à avoir quelque chose d'un petit peu immersif sous les yeux en fait. Voilà, déjà c'est beaucoup plus joli. Ça m'a pris 2 minutes. Maintenant je vais juste faire des petites fenêtres histoire qu'on puisse essayer d'imaginer quelque chose. Juste d'un point de vue complètement abstrait, on pourrait imaginer par exemple, tu vois une ligne d'horizon assez haute, pourquoi pas des lignes de fuite qui viennent comme ça, histoire qu'on ait une vue un petit peu vue d'en haut, voire même peut-être en 3 points. Comme ça, on pourrait avoir par exemple des bâtiments, ou pas forcément, mais ça pourrait être le cas. Tu vois, avec ici par exemple une espèce de zone de roche sur laquelle on pourrait voir peut-être des gens qui sont en train de regarder une ville lointaine. Il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté en audio quelques bouquins de Howard Lovecraft, et c'était super intéressant. Il y a toujours un truc très visuel, très dark. On voit à un moment donné ces gens qui sont sur un espèce de glacier immense, sur une montagne, et en fait ils voient en contre-plongée une espèce de ville alien, avec des architectures non humaines, mais tout à fait colossales, qui ressemble un petit peu à un labyrinthe, avec des formes géométriques de partout, et au final c'est à perte de vue, et au fond on voit comme ça des immenses montagnes, etc. Donc là c'est complètement le bordel, mais tu vois ça pourrait être une composition possible. On pourrait aussi faire l'inverse, avec une ligne d'horizon très basse, et puis pourquoi pas travailler beaucoup plus sur les nuages. Alors là, ça serait plutôt une peinture de nuages. Alors ça peut paraître un peu bateau les nuages, mais il faut admettre que c'est quand même magnifique. Avec pourquoi pas des rayons de lumière un petit peu à la Albert Bierstadt, tu vois, comme ça, qui viennent. Et puis ensuite, on pourrait faire, pourquoi pas, une genre de ville au fond qui serait baignée dans la lumière, mais plutôt très lointain. Donc pas du tout avec une perspective aussi puissante que celle-ci. Là, on serait plutôt sur une perspective qu'on appelle conservatrice. Un bateau, tu vois, qui est en train de se balader peinard. Tac, voilà. On aurait un truc, au niveau des valeurs, ça serait un peu comme ça. Avec le bateau qui dépasse, on peut même faire plusieurs bateaux. Pourquoi pas. On pourrait faire par exemple un 3 points de fuite, mais plutôt lorsqu'on regarde vers quelque chose de immense vers le haut, comme quand on regarde vers un immeuble par exemple. Ça c'est pareil, c'est dans un bouquin de Lovecraft, à un moment donné, il y a un bateau à vapeur qui est en train d'essayer d'échapper le grand monstre Cthulhu. C'est une espèce de monstre avec des tentacules et tout. Et en fait, du coup, il est tellement grand que pour l'illustrer de cette façon, il faudrait forcément faire un point de fuite, un 3e point de fuite qui viendrait d'en haut, et qui montre l'immensité du lieu, en fait. Le bateau est forcément minuscule, donc même si c'est un bateau qui est très grand avec beaucoup de gens dessus, on va être obligé de le montrer de façon très petite pour comprendre l'immensité du lieu. Et autour, il y a des espèces de blocs monolithiques, titanesques, de type un peu non terrestre, voilà, qui s'érigent comme ça. Voilà. Et là derrière, on peut faire le fameux monstre avec la tête immense, tu vois, qui est loin. Il est très loin encore, mais en fait, il est tellement grand qu'on le voit gigantesque. Ça veut dire qu'il serait très grand, mais il serait très dans la perspective atmosphérique. Et on peut faire par exemple sa main qui débarque devant comme ça, un peu moins dans la perspective atmosphérique puisque plus proche, qui va essayer d'attraper le bateau, tu vois, avec ses grands doigts chelous. Tac. Et puis là derrière, on peut voir un peu le corps de la bête dans la brume, et puis ses ailes comme ça. Tu vois. Évidemment, il faut imaginer un petit peu, mais ça sert à ça, ce genre de petits trucs. Bon, on va dire que ça suffit, je vais même pas faire la 3e, on s'en fout. Donc du coup, je me tâte entre une perspective comme ça et une perspective comme ça. J'ai pas trop envie de faire une autre perspective plate, c'est toujours un petit peu ce qu'on fait, les perspectives plates. Donc, je sais pas. Je crois que je vais plutôt faire une perspective à 3 points,
où on regarde vers le haut, ça veut dire que ça va nous donner cette immensité comme quand tu es en ville et que tu regardes les gratte-ciel, quand tu regardes le haut des gratte-ciel mais que tu es dans la rue. Ça serait l'inverse, c'est tu es en ville, tu es sur le gratte-ciel et tu regardes en bas. Ça veut dire qu'à ce stade, je vais dessiner un petit peu, obligé. Je vais juste noter avec mon gros pinceau des formes en fait qui vont illustrer un peu mes points de fuite. On va faire la ligne de l'eau quelque part comme ça. Donc tu vois, je reste que avec mon marron pour le moment, tranquillement, on verra tout le reste après. On va faire comme ça une espèce de porte immense, un petit peu comme dans le Seigneur des Anneaux où on a les deux statues là. Bon, sauf que là il n'y aura pas de statue. Avec la lumière qui s'en dégage, pourquoi pas de l'intérieur. Donc on voit cette partie là, on a un bloc monolithique, tu vois, comme un rectangle mais vu en perspective. Et en fait, on voit cette partie-là qui est éclairée par la lumière qui est à l'intérieur de cette porte. Donc tu te soucies pas trop pour le moment des coups de pinceau et tout, on verra plus tard. Pour le moment, tout ça, ça va être probablement absolument recouvert à un moment donné. Donc si tu veux, pour le moment, tu t'occupes de ta composition, de ton dessin, avec ta peinture, mais tu t'embêtes pas trop avec le reste. On peut faire des genres de murailles, des genres de remparts, un petit peu comme dans le bouquin. Ils en parlent un peu des remparts gigantesques qui enferment la créature. L'avantage du liquin, tu vas voir, c'est qu'avec le temps, il va commencer à coaguler un petit peu, il va être de moins en moins liquide. Si tu fais ça que avec de la peinture et de l'essence, tu vas avoir quelque chose de super liquide, en fait, qui part à chaque fois que tu le peins. C'est pas du tout agréable et c'est compliqué à gérer. On peut faire une genre de forme excroissante ici qui sort. Je garde en tête que ma source lumineuse, les amis, vient d'ici. D'accord? Donc avec un petit sopalin, tu peux venir effacer les zones que tu penses vouloir être les plus claires. Ici, à cette zone-là, on voit que ça va monter un petit peu, donc pour le moment, je vais juste faire des petites variations de couleurs, puisqu'on se rapproche un peu du point focal, et aussi pour le moment, je sais qu'il va se passer des choses, mais je sais pas quoi. Donc pour provoquer ma créativité, mon imagination et tout, je fais juste des variations de couleurs, et en fait ça va me permettre à un moment donné de voir quelque chose. Là, tu vois, j'ai perdu mon sens de l'objet en 3D, ce qui est mal, donc il faut à tout prix que je le refasse. Pour localiser la lumière dans cette zone, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais tout simplement foncer le reste. Donc tu vois, en fonçant les alentours, ça va éclairer cette zone. Mais je vais quand même garder cette idée de pseudo-rayons qui viennent plus ou moins du ciel, que je trouve assez sympa. Comme quand on dessine, comme quand on a vu dans les cours de dessin. Et j'hésite pas des fois à mettre des petites lignes de perspective comme ça, qui même si ensuite je vais les recouvrir peut-être, déjà peuvent peut-être provoquer ma créativité, pour un peu je vais les garder. Mais au-delà de ça, ça me permet en fait de pas perdre mon sens de la 3D qui est de loin la chose la plus précieuse dans mon dessin en tout temps. C'est extrêmement facile de tout aplatir quand on passe à la peinture. Maintenant, avec un pinceau doux, je vais essayer de venir adoucir un peu tout ça, et je vais essayer d'enlever un peu les traces de pinceau, mais sans perdre mes variations de peinture. Donc tu vois ce contraste qui est là, je veux pas qu'il parte. Donc tu vois, tu prends un pinceau bien doux, et en fait le but c'est juste d'enlever tous ces petits micro coups de pinceau, mais sans enlever les contrastes que tu as générés, qui sont pour le moment des choses que tu veux garder. Le but en fait c'est d'ajouter une couche de définition. Le côté trop coup de pinceau, ça va t'empêcher de visualiser trop de choses, et tu vas voir là dans quelques minutes, lorsque j'aurai fini d'estomper tout ça, ça aura adouci le tout et ça va me permettre de rentrer dans quelque chose de plus immersif. Donc faut avoir la main un peu légère. Si tu vois que ça part trop dans tous les sens, peut-être qu'il faut attendre un petit peu que ta peinture cicative, donc peut-être attends 1 heure ou 2. Peut-être c'est ton médium aussi qui est un petit peu trop liquide. Là, l'avantage avec du liquin, c'est que ça tient quand même, il y a un petit peu de mordant, et voilà, donc ça marche quand même assez bien. Cool, on a déjà un côté un petit peu flippant là, c'est pas mal. Tu vois là, avec un pinceau ferme, quand je peins, ça va enlever la peinture. Un pinceau bien ferme. Tu vois, type acrylique, pinceau premier prix. Et on peut faire du coup des effets de lumière assez sympas, puisque la lumière vient de là, comme on avait dit avant. Tu vois, c'est pas mal, ça j'aime bien. T'as vu, ça donne un peu un côté architecture alien. C'est un peu l'objet là. C'est vrai que je suis un peu dans le délire Lovecraft. Avec cette histoire de Cthulhu là, ça m'a bien croqué le cerveau. Donc je continue. Évidemment, toutes ces petites formes là, elles sont censées toujours rendre compte de la perspective à aucun moment. Un coup de pinceau que tu mets ne rend pas compte de la perspective, sinon tu vas perdre ta profondeur. Et si tu galères avec ça, j'ai plein de vidéos sur le dessin et j'en aurai encore plein qui vont venir. Donc c'est à ça qu'il faut te référer. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal de faire genre de l'eau qui tombe dans la mer, tu vois, avec des sortes de cascades ici, là. Pourquoi pas, ça peut être pas mal de faire un genre de flotte un peu contaminée qui ruisselle. Après, toutes les couleurs, la perspective atmosphérique et tout, c'est des choses qu'on verra plus tard. Et bien sûr, le fameux bateau que j'aimerais faire parce que le bateau il est en train de fuir en fait. Donc vu que je veux faire un bateau à vapeur et que j'y connais rien, je vais prendre un bateau un peu dans ce goût-là. C'est pas mal ça, c'est genre bateau à vapeur 1900. C'est assez joli. En plus on voit la fumée qui s'en dégage, donc il va y avoir un côté un peu puissant, ça va être sympa.
Avant, je vais modifier cette zone-là, parce que là, en me disant que je vais mettre le bateau, je trouve que ça, c'est beaucoup trop foncé. Donc, je vais en fait l'estomper grâce à mon pinceau pompon, là, pour maintenant. Je vais enlever du contraste grâce à ça, refondre un peu le tout, et tout simplement créer de l'ambiance. L'ambiance, c'est jamais perdu. Vaut mieux ça que trop d'éléments qui servent à rien. Et je pense que ce qui pourrait être classe, ça serait de faire des escaliers géants, en fait. Désolé, je suis dispersé, mais je l'avais dit que ce serait improvisé, donc on improvise, hein. Tu vois, là, je peux tirer aussi, au lieu simplement d'estomper. Ça fait comme un doigt, en fait, hein, donc tu étires la peinture, c'est-à-dire que je prends celle qui est là, puis je l'amène là-bas, ce qui me permet de donner d'autres impressions encore. Donc là, je manipule la peinture dans sa transparence, dans sa liquidité. C'est très, 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 très cool de faire ça, parce que tu te noies jamais, en fait. La lumière, tu la prends en enlevant la peinture, et par conséquent, tu te noies pas dedans. Donc tu vois, pour le bateau, même s'il a l'air d'être d'une couleur blanche, celui que je vois dans mon modèle en tout cas, je vais d'abord juste faire simplement sa silhouette, en essayant de faire en sorte que sa silhouette me donne suffisamment d'informations pour comprendre ce que c'est, et puis qu'il me donne son positionnement dans l'espace. Et plus tard, je peindrai plus de détails. Sachant que de toute façon, la source lumineuse vient de là-bas, même si mon bateau est de couleur locale blanche, eh bien de toute façon, il ne sera pas éclairé de face, de fait, je vais de toute façon pas voir ce blanc. Alors tu vois, j'ai du mal à couvrir complètement, parce que c'est sur du bois, et donc par conséquent, il faut une peinture très très opaque pour couvrir à 100%, mais c'est pas très grave, tu peux te servir de cette transparence, comme je le fais depuis le début, pour donner des effets, etc. Mais effectivement, ce sera plus avec les couches, en fait, que petit à petit, ça va commencer à prendre en opacité, en puissance, dans le sens de l'opacité. Derrière, on peut voir un petit peu les cabines. Donc, c'est vrai que pour le moment, il y a un petit côté un peu inconsistant à la peinture. Mais voilà, encore une fois, ça va partir avec les couches qu'on applique de transparence ou pas au fur et à mesure de notre création. Là, on va pouvoir faire la tête de notre ami. Et donc là, la tête, si c'est un objet, on le voit comme ça, tu vois. Ça, c'est le front de la tête, c'est le devant de la tête. Et ensuite, on le voit vraiment dans cette perspective. Tac, voilà. Donc on voit vraiment la tête de dessous tellement la chose est gigantesque. Et l'avantage, c'est qu'on a la mesure de la chose en voyant le bateau qui est ici, n'est-ce pas? Donc on se rend bien compte que le bateau est vraiment tout petit comparativement au reste. Alors tu vois là, j'ai complètement utilisé un accident heureux. Il y avait la tête qui était en haut. Et finalement, en fait, j'ai commencé à visualiser une tête ici, puis j'ai trouvé que le positionnement était plus intéressant en faisant la tête qui regarde vraiment vers le bas. En regardant le bateau, en fait, c'était plus sympa en matière de tension. Et puis avec le dos, on voit l'arête dorsale vers le haut avec le début des ailes. Donc finalement, c'était pas prévu, et puis ça s'est fait comme ça. Faut pas hésiter à utiliser un petit peu son imagination pour visualiser certaines choses qui peuvent être intéressantes. Ce qui fait que je pourrais peut-être faire ces tentacules, en fait, qui partent de la bouche, qui essaient d'attraper le bateau. Pour être intéressant, ça. Alors après, c'est vrai qu'au fur et à mesure que la peinture avance, il y a un petit peu de moins en moins de choses à dire, puisque finalement, en fait, c'est toujours les mêmes principes qui se répètent. Tu gères tes contrastes, tu gères ta perspective, tu essaies de gérer plus ou moins ta perspective atmosphérique, même si là, pour le moment, c'est un petit peu le bordel avec ça. Donc, si tu veux, en fait, c'est toujours un peu pareil, quoi. C'est pour ça que les fondamentaux sont très très importants, c'est parce qu'en fait, la peinture, c'est des fondamentaux, répéter, 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 à des échelles différentes et tout, jusqu'à ce que ça donne un beau résultat. Bon les amis, à ce stade de la peinture, j'ai mon concept qui est établi, donc c'est quand même plutôt pas mal, je suis assez content. Maintenant, évidemment, il y a des erreurs de partout. Comme on sait déjà dans la perspective atmosphérique, tout ce qui va se rapprocher de nous va être plus foncé et plus clair, et tout ce qui est plus loin, ça va être moins saturé, moins puissant, il va y avoir moins de contrastes violents, etc. Là, typiquement, ça va être trop foncé, ça va pas être assez foncé. Donc en fait, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est vouloir établir une distance importante, entre cette zone-là, qui se retrouve plus loin et en même temps plus haut, donc beaucoup plus loin, et la zone du bateau, globalement, qui va être un petit peu la zone clé. Donc la zone clé, ça va être cette espèce de haricot ici. Et donc on va devoir établir cette distance entre ça et ça. Parce que là, normalement, il devrait y avoir peut-être 300-400 mètres, tu vois, c'est pas tout près non plus. Et ça va se ressentir dans l'atmosphère, les contrastes et tout et tout. Donc sur ma palette, sur laquelle on voit pas grand-chose, j'ai du marron, terre naturelle, un peu de vert, ça c'est du blanc. Voilà, et du coup, en fait, avec du liquin, je vais faire un genre de glacis, marron très clair, verdâtre. Verdâtre pourquoi? Parce que ça va bien coller à l'ambiance. Marron très clair, pourquoi? Parce que c'est le blanc qui est contenu dans mon mélange qui va reculer toute la zone. Tu vas voir, je vais pas en parler dedans, on va le faire de suite, ça va être plus parlant. Donc j'essaye pour voir. Voilà. Donc tu vas voir, ça va être un peu bizarre peut-être dans un premier temps, mais en fait, ça devrait être pas mal. Donc tu vois, mon but, c'est juste de tout aplatir, et tu vas voir quand je vais commencer à avoir bien réparti ce pigment, en fait, ça va nous donner l'impression qu'il y a une distance dans quelques minutes. Je vais même en mettre un petit peu sur la base, histoire que ça resserre l'attention. On n'oublie pas que pour faire un point focal de façon nette et évidente,
Il suffit d'avoir ces contrastes les plus puissants avec le plus de variations dans une zone. Donc là, tu vois, typiquement, en éclaircissant cette partie-là, je rajoute de l'intensité dans cette zone alors que je ne l'ai même pas encore peinte. Alors, deuxième partie super importante, ça va être de tout adoucir parce qu'en fait, ce que je suis en train d'appliquer ici, c'est un voile et je veux pas avoir tous ces coups de pinceau qui font en fait un petit peu office de pollution pour le moment. Tu peux utiliser un pinceau doux, pinceau éventail, tu peux utiliser des pinceaux aquarelles aussi. Voilà, c'est pas mal ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en enlever un petit peu, histoire de refaire jaillir un peu la proximité de certains endroits. Je veux pas non plus que ce soit trop reculé. Je veux bien sélectionner les zones en fait qui doivent être embrumées d'une certaine façon. Tu vois, genre là, cette pierre, elle peut revenir un peu en avant peut-être. Voilà, c'est pas mal ça. Là, ce que je vais faire, sur cette zone que je viens de désembrumer, je vais passer un genre de glacis vert. Tu vois, ça devrait être sympa ça, avec du verre de vessie, donc c'est un verre qui est pas mal transparent, le verre de vessie. Donc tu vois, sur ma palette, ça se présente comme un liquide comme ça. Désolé, on voit pas très bien, mais tu vois que c'est transparent. Et on va juste coloriser légèrement cette zone. Ça va être pas mal. Et surtout que ce soit la partie qui soit dans le gouffre, en fait, qui soit verte. Donc là, c'est un pigment transparent, ça veut dire qu'il se prête de façon tout à fait naturelle à la pratique des glacis. Mais le blanc que j'ai mis un petit peu partout, c'est un pigment opaque, c'est pour ça qu'on a cet aspect un petit peu de voile. On va en mettre même un peu sur la tête de notre ami, le monstre. En tout cas, il y a deux équipes bien séparées. Je sais pas pour qui vous êtes, moi je suis plutôt pour le monstre. Quitte à choisir, autant que ce soit le monstre qui gagne pour une fois. Et de nouveau avec mon petit pinceau doux, tu vas venir adoucir tranquillement tous mes petits glacis d'ambiance. Tu peux fondre un glacis dans l'autre aussi, tu vois cette partie blanche et cette partie verte, juste en frottant. Je peux faire en sorte qu'elle s'entremêlent un petit peu. Je peux venir laver un petit peu d'une certaine façon, mais pas autant que si je venais complètement le décaper. L'avantage que tu as avec le liquin, que tu vas avoir des difficultés à avoir avec un autre médium, c'est que déjà ça sèche extrêmement vite, mais aussi c'est hyper résistant. Donc en fait, tu n'as quasiment aucune chance de l'enlever au fur et à mesure que tu peins par-dessus, c'est vraiment très solide. Si tu as envie d'avoir un résultat plus traditionnel ou juste que tu as envie de faire le malin parce que tu utilises des médiums plus classe, tu utilises le médium flamand, ça marche aussi bien, voire même un peu mieux. Par contre, j'ai envie que ces monolithes là, ils soient plutôt verts que marron. Donc tu vois, je rajoute cette espèce de voile, ce glacis de vert, mais qui est quand même relativement intense. Tu vois, on voit bien là que c'est vert. Et ça va me donner un côté un petit peu émeraude, plutôt sympa, je trouve. Cette lumière verte comme ça qui cogne un peu dans les endroits qui reçoivent la lumière et aussi qui fait partie de la couleur locale de nos objets qui sont autour de notre ami le monstre. Alors ça, c'est vraiment une technique qui est super quand tu travailles sur un support très lisse comme ça, une planche de bois. En fait, pour dire les choses plus précisément, quand tu peins comme ça va s'incruster à l'intérieur des volumes de ta peinture. Vas-y, je vais te montrer de plus près. Donc voilà, là tu vois, on voit toutes ces petites griffures là. Quand je passe de la couleur dessus, tu vois, ça reste, ça s'incruste en fait à l'intérieur. Donc ça veut dire que le glacis il va révéler la texture avec laquelle tu as préparé ton panneau. Ça veut dire que si là tu as du grain de type toile tout simplement, tu vas voir tous les grains de la toile qui dépassent et ça peut être vraiment pas très beau. Après ça dépend des goûts de chacun, moi je trouve ça très moche. Alors que si tu as un morceau de bois comme ça que tu as préparé ou sur lequel tu as déjà peint et tout, ça peut donner des effets un petit peu sympas, un peu chaotiques de peinture qui sont assez cool. Plus tu vas mettre de blanc dans ton mélange, plus il va y avoir un aspect brumeux, distant, désaturé. Donc effectivement là-bas par exemple, pour faire ces murs qui sont très loin et plutôt dans la partie ombragée, tu vois comme ce blanc paraît même bleu, alors qu'il n'y a pas de bleu, c'est l'illusion que ça donne par contre. Ça va aussi me permettre de resserrer l'attention sur cette zone-là, et d'ambiancer tout ce qui est loin là-bas, dans une même famille en fait. Et au fur et à mesure que tu rajoutes des couches de transparence, en fait, tu vas voir que tu vas avoir de plus en plus d'opacité qui se ressent dans ta peinture, et le côté un peu croquis, esquisse que tu avais au début va disparaître en fait. Mais il faut plusieurs couches, ça se fait pas tout seul. Et ensuite, j'applique tout simplement les mêmes principes de valeur, de perspective atmosphérique. Sauf qu'au lieu de l'appliquer en ayant une couleur qui compte sur mon pinceau, c'est-à-dire que tu trouves la bonne couleur et tu l'appliques, comme on ferait en plein air par exemple, et bien là, c'est le processus qui est complètement différent en fait. Parce qu'en fait, tu joues avec la transparence et tu fonds les glacis entre eux, tu travailles chacun des glacis un petit peu indépendamment. Si un glacis te plaît pas ou tu le trouves trop puissant, tout à fait l'estomper, c'est tout à fait cool de faire ça. Alors ce pinceau là qui est pas mal vieux, on voit plus grand chose, mais c'est Graduate, Daler et Rowney. Et ça c'est un pinceau que j'ai acheté 2-3 euros, je crois, hein, et qui est vraiment trop cool, et il perd pas ses poils, et ça fait des années que je l'ai, je le maltraite tout ce que je peux, et ça fonctionne.
Donc vraiment c'est le top. Tu vois, je peux enlever bien sûr quelques petits morceaux ici et là pour refaire jaillir un petit peu de clarté qu'il y a derrière. Donc ça refait venir un peu la couleur que j'avais avant. Alors tu vois là, je vais effacer ce que j'ai fait ici, j'aime pas trop. Je trouve que c'est pas très joli. Je vais mettre un petit glacis de rouge oxyde autour du bateau. Tu vois, je trouve que ça rend plutôt pas mal ce rouge là comme ça, mais par contre il va quand même falloir retravailler pas mal parce que là c'est un petit peu chelou. Je crois que j'ai vraiment beaucoup de boulot à faire sur la flotte en fait. Il faudrait là pour le coup que je recouvre l'eau d'une vraie couche de peinture je pense. Comme ça après quand je repasserai des glacis plus tard ça sera bien. Si tu dois recouvrir une zone à 100%, essaie de le faire le plus tôt possible. Parce que plus t'attends, moins t'as envie de le faire, plus t'as placé des glacis, plus t'as des variations subtiles et tout. C'est très cool, simplement c'est bien d'avoir des variations subtiles qui sont faites sur des zones qui sont bien peintes dès le début. Donc voilà, ça peut être pas mal de le faire. Tu vois là-bas, je frotte ici, ça va enlever un petit peu ce glacis blanc que j'avais fait, ça va mettre un petit peu de peinture aussi, mais c'est très très peu, il n'y a quasiment pas de peinture sur mon pinceau, regarde. Il n'y a vraiment presque rien, voire rien. Mais en fait, il va quand même avoir une influence, donc toujours garder en tête que la peinture c'est subtil et que les variations subtiles apportent des changements qui peuvent être assez drastiques. On a souvent tendance à voir avec les peintures de gens qui commencent ou ce genre de trucs, des réactions trop brutales en fait. Tu vois, tu veux foncer un petit peu le truc, paf, tu vas exploser le truc avec du noir. Tu veux l'éclaircir, paf, tu vas l'éclaircir avec du blanc comme un fou. Les choses sont subtiles et il faut pas hésiter à y aller petit à petit, avec relativement peu de peinture, que ce soit quand tu la rajoutes à ton mélange ou simplement quand tu pars en transparence comme ça. Donc maintenant avec une couleur très claire, relativement proche du blanc, je vais juste m'amuser à rajouter des détails clairs à droite à gauche. Par contre, ce que j'aimerais bien avoir, ça serait une lumière bien vive sur le bateau, un peu comme un spot, tu vois, devant le bateau qui montre, ou même plusieurs lumières en fait, tu vois, qui montrent que le bateau il a de l'éclairage. Pour la fumée, je vais la rendre un peu plus opaque parce que là je trouve qu'on voit trop au travers, en fait on voit la fumée qui part comme ça et finalement on comprend pas trop. Donc, je vais l'éclaircir un peu peut-être au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de nous, faire passer par-dessus les tentacules, en fait on va dire polluer un peu l'atmosphère avec ça, jusqu'à ce que éventuellement elle se perçoive plus claire. Donc tu vois, tu as une communication, je pense en tout cas que je vais faire ça, entre le moment où la fumée commence bien noire, bien foncée, et au final elle devient de plus en plus grise, tac tac tac, jusqu'au moment où en fait elle se perd dans le décor et elle devient éventuellement plus claire que le fond. Maintenant avec du blanc, du vert, du jaune, je vais venir juste rééclaircir un petit peu certaines zones ici. Tu vois, ça casse un peu le côté doré qu'il y avait grâce au marron, mais c'est normal, hein, petit à petit on désature un peu la peinture, surtout lorsqu'il y a des endroits où on veut avoir une distance un peu intéressante. Donc voilà, c'est tout à fait normal que notre petit côté doré s'en aille un petit peu. Ça fait partie des petits sacrifices qu'on fait pour rajouter de la perspective atmosphérique. Là, on peut bien voir quand même qu'il y a une espèce de source de lumière qui sort de son corps. Donc on verra peut-être ça un petit peu plus tard en matière d'intensité. Par contre, effectivement, il y a des zones qui sont directement frappées par ça. Ici, là peut-être un tout petit peu. Donc tu vois, quand tu fais une séance de glacis comme ça, t'opères exactement de la même façon que la logique te l'impose d'une certaine façon quand tu peins, c'est-à-dire que tu commences par les zones les plus générales. T'as vu, on a commencé à faire des gros glacis, un petit peu d'ambiance un peu partout, et petit à petit, tu viens de plus en plus détaillé et tu rajoutes tes blancs les plus blancs plutôt à la fin. Et je vais venir construire mes valeurs avec de la peinture de plus en plus claire, tranquillement, sans oublier que je veux garder mes plus clairs pour la fin. Donc tant que c'est nettement plus clair que ce que je veux faire, ça me suffit en fait. Si tu veux un truc plus clair, t'essaies de le mettre sur ta peinture, et si tu vois que c'est pas mal plus clair, c'est bien. Pas besoin d'aller trop clair, tu vois. Et en général, ce pas mal plus clair, il est encore quand même relativement loin du blanc pur. Et ça va te permettre d'avoir une marge de sécurité et de pouvoir garder vraiment tes contrastes les plus violents pour plus tard. Et petit à petit, d'augmenter l'intérêt de ta peinture. Tu vois, là, je suis parti sur un genre de truc avec une morphologie de crâne humain. Et je devrais pas, puisqu'en fait, le mec dit dans son bouquin que ça a vraiment rien d'humain et que c'est inimaginable. Donc, le côté inimaginable, je le fais en faisant en sorte qu'on voit pas tout le corps, et de fait, l'imagination de chacun se débrouille de voir le reste. Mais effectivement, le côté trop humain, c'est un problème. Je vais essayer de corriger ça. J'aimais bien l'idée d'avoir une lumière qui sort de sa tête, un peu comme les animaux marins qui luisent ou qui sont transparents. On voit l'intérieur, on voit leurs organes.
Bon voilà les amis, vidéo terminée, c'était assez cool de faire ça, ça m'a pris à peu près 2h30 en tout, donc vous ce que vous voyez vachement en accéléré en fait en 20 minutes c'est quand même pas mal plus long que ça, donc n'hésitez pas à prendre le temps, à mettre pause, et petit à petit à construire votre peinture comme ça sans trop vous presser. Évidemment cette peinture elle est pas du tout terminée, là c'est plutôt une vidéo pour voir comment commencer, comment se mettre un petit peu dans le bain, et avec le temps je vais faire d'autres séances, et au fur et à mesure comme ça vous pourrez être avec moi, pendant que je suis en train de peindre, j'explique tout de la même façon que j'ai déjà fait, et espérons que ça finisse bien parce qu'effectivement je l'ai pas encore faite. Mercredi prochain on va certainement refaire une vidéo sur une autre fleur que la dernière fois, ça va être sympa, et puis voilà je vais continuer avec ce rythme en essayant de faire 2 vidéos par semaine comme j'ai fait un petit peu là ces derniers temps, et puis en attendant dessinez un maximum, peignez beaucoup, et puis à la prochaine, salut.